pour moi. Eh bien, on est parti. Salut à tous pour ce dernier épisode de la seconde saison de Coxside Feel and Chill. Et j'ai l'immense joie de vous présenter Aurélien Allard, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver une intervention sur cette même chaîne. Tu es actuellement en post-doctorat à Genève et bientôt en post-doctorat à Paris. Tu travailles à la frontière de la psychologie expérimentale et de la philosophie, et tes thématiques de prédilection tournent autour de la psychologie politique et morale, et également de ce qu'on appelle la métascience, c'est-à-dire l'étude empirique du processus scientifique. On en parlera davantage sur ce que signifie un peu ce mot barbare de métascience, et d'ailleurs c'est de ça qu'on va surtout parler durant cette émission. Sur ce, démarrons, et rentrons dans le vif du sujet. Comment tu en es venu à faire de la recherche? Bon, ben, merci beaucoup de m'avoir ici, c'est un plaisir. Et donc, comment est-ce que j'en suis venu à faire de la recherche? C'est assez simple en fait, enfin, de façon un peu hasardeuse, hein, parce que quand j'étais enfin, après le bac, j'ai fait une prépa littéraire, donc parce que j'aimais surtout la philosophie, mais j'aimais aussi la littérature et tout ça. Et à la fin d'une prépa littéraire, en fait, on passe le concours de l'ENS. Et globalement, à l'époque, avant de passer le concours de l'ENS, ce que je voulais faire, c'était surtout prof de philo en terminale. C'était ce qui me motivait vraiment. Mais j'ai eu le concours de l'ENS, et l'ENS, c'est une école, enfin, donc l'école normale supérieure à Paris. C'est une école qui te forme en grande partie pour la recherche. Et donc, quand j'ai vu cette opportunité, ça a vraiment changé ma manière de réfléchir. Je me suis dit, OK, ça peut être quand même plutôt sympa de faire la recherche, et ça m'a vraiment orienté sur l'idée de, OK, peut-être essayer de faire sur le long terme des choses de ce type. Donc là, c'est plutôt type, j'ai eu une opportunité et donc ça m'a changé un peu mon état d'esprit. Après, dans les études, enfin, je savais déjà que j'adorais les questions de philo politique et morale. Enfin, beaucoup la politique, mais surtout la moralité de la politique. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le mérite? C'est ça sur quoi j'ai fait ma thèse. Et donc, j'ai proposé un sujet sur ça pour ma thèse, sur la définition et la valeur de l'idée de mérite en philosophie politique. Et j'ai commencé comme ça. Et donc ça, c'est mon premier sujet de recherche, comme tu l'as dit, la question de la philosophie politique et morale. Et donc ma thèse que j'ai faite, c'est vraiment en bonne partie dans une perspective normative. Enfin, normative, donc je défends la valeur de l'idée de mérite. Je dis que c'est une idée pertinente pour fonder la justice sociale. Mais j'étais depuis très très longtemps, depuis la licence à peu près, énormément intéressé par les questions de psychologie. Enfin, j'ai toujours eu un aspect un peu interdisciplinaire de à peu près tout m'intéresse, mais vraiment à peu près tout. Et donc, l'idée de psychologie, ça m'a toujours fasciné. Je ne savais pas avant d'entrer à l'ENS qu'on pouvait en faire quelque chose d'à peu près scientifique et rigoureux. Enfin, pour moi, jusque-là, c'était plutôt Freud. Et donc, j'ai vraiment énormément apprécié quand j'ai découvert ça à partir de ma troisième année de licence. Et je voulais faire donc de la philosophie expérimentale, c'est-à-dire faire des expériences de psychologie autour de questions de philosophie liées au mérite. Et donc, ça m'a amené pendant ma thèse à faire énormément plus de psychologie et à faire plusieurs séjours de recherche, donc en Irlande du Nord, auprès de Paulo Sousa en psychologie morale, et à Philadelphie auprès de Jeff Goodwin pour aussi faire de la psychomorale. Et c'est pendant cette période-là, en fait, que j'ai découvert les énormes problèmes de méthode en psychologie. J'ai toujours eu un petit peu un côté geek, mais du coup, le fait de découvrir qu'il y avait énormément de problèmes statistiques, de reproductibilité des expériences, de méthodos, ça m'a vraiment fasciné en fait. Et du coup, pendant toute ma thèse, j'ai essayé d'apprendre le plus possible de statistiques, de méthodes, etc., pour vraiment comprendre les racines du problème et pour un peu m'inscrire dans le mouvement de réforme de la psychologie qui s'est créé à l'époque. Et donc, pendant ma thèse, pour autant, j'ai un peu bossé sur ça, mais vraiment quasiment rien. Mais après, en fait, j'ai eu une opportunité de postdoc en Californie pour complètement bifurquer de sujet et pour commencer à faire de la métascience. Et c'est pour ça que je me suis mis à adopter ce nouvel objet de recherche. Hmm. Est-ce que avant de, comme tu as été d'une concision incroyable pour décrire ton parcours, euh, je vais te poser deux trois questions, dont une est-ce que avant de découvrir ces problèmes méthodologiques, tu te doutais
du type de problème qui pouvait y avoir et quel type de problème un peu tu as été étonné de découvrir. Alors, pour le coup, non, je ne me doutais absolument pas de ce type de problème. J'avais l'attitude qu'ont pas mal de philosophes, enfin, globalement, il y a une grande division chez les philosophes. Il y a les philosophes qui aiment bien les sciences et les philosophes qui n'aiment pas trop les sciences, si on peut le dire de façon extrêmement brutale. Ça fait une classification intéressante. Ouais. Et en tout cas, parmi les philosophes qui aiment bien les sciences, et j'en faisais partie, il y a une certaine tendance à avoir une admiration un peu béate pour les sciences, de type, OK, il y a des sujets peut-être que les sciences ne pourront jamais toucher. Bon, la question du libre arbitre, ça reste une question essentiellement pour philosophes, peut-être la moralité, etc. Enfin, je pense que les questions normatives, ça reste des questions pour philosophes. Mais globalement, j'avais une tendance à faire confiance excessivement aux scientifiques. Enfin, je pensais que c'était des gens relativement vertueux, relativement compétents, et que du coup, il n'y avait pas beaucoup à douter si on voyait une étude qui était publiée. On avait le devoir plus ou moins de la croire. Et donc, avant de commencer ma thèse, j'avais vraiment une sorte d'attitude un peu naïve d'engorgement des canons scientifiques. Alors évidemment, je savais qu'il pouvait y avoir des facteurs confondants, des problèmes méthodologiques, etc. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose d'un peu marginal, en fait. Ça Hmm. restait quand même des débats un peu nobles. Et avec l'idée que globalement, si un scientifique, que ce soit un sociologue, que ce soit un économiste, que ce soit un physicien ou n'importe qui ou un médecin, ont montré quelque chose, alors il y a de fortes chances que cette idée, Hmm. que cette démonstration soit vraie. Donc, avant de commencer ma thèse, non, je n'avais pas vraiment de doute par rapport à ça. Et du coup, du coup, en fait, j'ai commencé ma thèse en 2015. 2015, pour les gens qui s'intéressent aux questions de reproductibilité, c'est une année un peu charnière parce que c'est la publication du Reproducibility Project Psychology, donc qui est la plus grande étude de reproduction d'expériences scientifiques qui avait été faite à l'époque et qui est toujours la plus grande. En fait, où une collaboration internationale a reproduit une centaine d'expériences de psychologie et a découvert qu'en fait, globalement, il n'y avait que 36% des expériences qui répliquaient avec succès, qu'on pouvait reproduire sans trop de problèmes. Et donc, quand j'ai découvert ça, ma première réaction, ça avait été vraiment de penser, ah, mais c'est n'importe quoi, il doit y avoir d'autres explications ou des choses comme ça. Hmm. Et donc, j'avais vraiment pas du tout cette attitude de Ah, méfiance intéressant. vis-à-vis de la psychologie. Donc c'était pas du tout la douche froide, c'était juste ah c'est étrange. Ouais, ça aurait pu être quoi comme explication d'ailleurs? C'est des méchants qui veulent montrer que la psycho c'est pas une science ou... Pour, pardon. Pour moi, à l'origine, c'était plutôt des trucs de type, mais peut-être qu'il y a juste pas assez de puissance statistique dans la reproduction des D'accord. expériences, donc peut-être Ok. que, il y a des... Elles ont été mal faites, etc. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. ouais. Bon, après, ça, c'était vraiment juste la première réaction. Après, j'ai lu l'article sur lequel j'étais tombé du New York Times qui parlait de l'XP. J'ai trouvé ça, OK, c'est quand même intéressant. Ensuite, j'ai été voir l'article original et je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment intéressant. Et Hmm. en suivant petit à petit les références, notamment par des posts de blog ou des choses comme ça, en quelques mois, j'étais devenu convaincu que c'était un problème gigantesque dans les méthodes de psychologie et ça a vraiment radicalement transformé ma vision des choses. Ainsi est né ton amour pour la métascience. Et Mm. est-ce que ça a affecté uniquement la perception que tu avais de la psychologie à ce moment-là? Ou est-ce que ça a aussi affecté ta vision des sciences de manière générale? C'est une bonne question en fait. Euh, je peux te dire que à partir du moment où j'ai compris les questions statistiques, enfin les questions de reproductibilité, etc., je me suis mis à traquer les pratiques douteuses dans toutes les disciplines que je voyais. Et je me souviens dès 2016 ou 2017, je pense dès 2016, d'avoir vu des articles de médecine résumés dans Le Monde ou dans dans d'autres journaux en me disant, ah, mais c'est n'importe quoi, il n'y a aucune chance que ça réplique. Hmm. Donc, je peux te dire qu'au moins, au bout d'un an, j'avais déjà radicalement changé ma vision de l'ensemble des disciplines scientifiques. Hmm. Enfin,
Sur la physique, j'ai toujours pas d'opinion par rapport à ça. Il n'y a pas vraiment d'études extrêmement fortes sur la réplicabilité des expériences en physique. Donc, il y a des domaines en fait où je suis toujours un peu dans le flou, mais sur savoir remettre en cause radicalement la démarche d'une bonne partie de la biologie, de la médecine, de l'économie, de la science de l'éducation, sociologie, et j'en passe. Ça a été quand même relativement rapidement. Hmm. Bah, ça me fait une parfaite transition avec une question qui sera d'ailleurs très certainement le titre de l'émission, mais quand on est face à ça, donc la science c'est quand même quelque chose de très important pour former de bonnes croyances, pour développer nos connaissances, pour avoir une assise solide, pour se dire que quelque chose est vrai ou non. Comment on peut encore faire confiance à la science après ça? Ouais, c'est une question qui est vraiment très lourde. Je pense la manière la plus simple de répondre à ça, c'est juste, on peut faire confiance parce qu'on n'a pas de moyen alternatif qui est supérieur à ça. Mhm. Donc, si on a à croire, à apporter de la croyance entre ce qui a été promu par un groupe de scientifiques et ce qui a été promu par votre voisin ou un homme politique ou n'importe quoi, je pense qu'en général, on se trompera souvent si on suit les scientifiques, mais on se trompera beaucoup moins que si on fait confiance à Mhm. d'autres groupes. Donc, au moins sur ce plan-là, c'est déjà quelque chose d'assez fort, quoi. Enfin, il y a d'énormes problèmes dans la démarche scientifique, mais ça reste beaucoup plus fiable qu'à peu près n'importe quoi d'autre. Mhm. Donc même si on suit des mauvaises pratiques, tu penses qu'on a de moins bonnes raisons, on a de moins grandes chances de se tromper? Bah, globalement, en fait, enfin, ok. Si tu veux une réponse un peu structurée et un peu solide, Mais vas-y. c'est tous les résultats expérimentaux n'ont pas la même valeur. Il y a des résultats qui peuvent sembler complètement absurdes et des résultats qui peuvent sembler relativement intuitifs. Et il y a des résultats sur lesquels on n'a absolument aucune connaissance et aucune intuition. Type, la plupart des résultats en physique, j'ai globalement très peu d'intuition par rapport à la structure des atomes ou n'importe quoi. Donc là, c'est pas quelque chose sur lequel mes connaissances préalables peuvent avoir beaucoup d'influence. Mhm. Si on prend la question de la psychologie, on est tous des experts en psychologie. On a tous interagi pendant des milliers, une dizaine de milliers, je ne sais pas combien d'heures dans notre vie avec d'autres êtres humains. Et on ne survivrait pas dans nos sociétés si on n'avait pas un minimum de capacité à comprendre le comportement d'autres individus. Et donc, on a toute cette expérience accumulée sur la psychologie humaine. Et donc, si à partir de cette base, on voit qu'il y a des résultats scientifiques qui contredisent toute cette expérience accumulée, ou des résultats scientifiques qui semblent extrêmement bizarres, Mhm. alors je pense qu'on a beaucoup plus le droit de les remettre en cause. Mais globalement, en fait, donc là, on part un peu dans des détails, mais c'est juste, il y a toujours cette remise en cause de la psychologie ou de la science en général ne m'a fait pas faire du tout remettre en cause mon rationalisme. Mhm. Il faut toujours se baser sur les preuves les plus fiables. Et c'est vrai que dans le cas de la psychologie, je pense qu'on a le droit de ne pas faire confiance à la psychologie parce que globalement, on a déjà suffisamment de connaissances ancrées dans notre vie à force de côtoyer d'autres êtres humains, pareil. Mhm. Mais pourtant, d'une certaine manière, est-ce que la plupart du temps, la science a pas tendance plutôt à produire des résultats contre-intuitifs ou pour lesquels on n'a aucune intuition? Parce que certes, pour certains éléments, j'imagine que nos interactions de la vie de tous les jours peuvent nous donner des bonnes intuitions. On va prendre un exemple de truc qui, même à Mm. l'époque, n'était pas crédible sur un plan Mm. théorique et qui s'est avéré pas répliqué. Le priming. Donc Mm. je vais te laisser l'expliquer Mm. et ensuite tu pourras essayer peut-être de nous expliquer pourquoi on avait des bonnes raisons, même peut-être intuitives, de ne pas y croire. Alors, le priming, c'est l'idée. Donc, en fait, il y a différentes branches au priming. Il y a une branche qui reste tout à fait respectable, c'est ce qu'on appelle le priming sémantique, donc par rapport à des facteurs linguistiques. Donc, par exemple, donc le priming en général, c'est l'idée de
faire, d'envoyer des stimuli subliminaux, des stimuli qui ne sont pas pensés en tant que tels consciemment par les individus, afin de modifier leur comportement par la suite. Et donc l'idée en fait générale du priming, c'est que si on donc, il y a plusieurs branches. Par exemple, le semantic priming, ou priming sémantique dont je parlais à l'instant, c'est l'idée que si on vous fait voir de façon subliminale des mots liés à la médecine, par exemple, alors vous allez être vous allez avoir plus tendance à reconnaître le mot infirmière ou médecin ou maladie lorsque vous entendez des mots à peu près un peu bizarres par la suite. Donc, c'est juste l'idée que ça oriente notre attention vers la reconnaissance de mots ou de contextes liés au mot qui a été suggéré de façon subliminale. Donc, ça, c'est très fiable, très réplicable, etc. Et après, on a Euh, le côté obscur de la force du priming. C'est ça, et c'est le priming comportemental, où là, c'est l'idée que entendre un certain mot va vous faire vous comporter automatiquement comme vos associations vous le suggèrent, enfin, comme les associations liées à ce mot vous le suggèrent. Donc, par exemple, l'expérience la plus célèbre, c'est si vous entendez de façon subliminale des mots liés à la vieillesse, ou si vous lisez des mots liés à la vieillesse, vous allez vous comporter comme un petit vieux, c'est-à-dire que vous allez marcher beaucoup plus lentement, vous allez peut-être être plus Ah, voûté, attends, je ou te des choses coupe comme 2 petites ça. secondes parce qu'il y a un petit souci de son. Je viens de D'accord. perdre ta douce voix OK. que je vais essayer de récupérer. Hmm. Alors, essaie de parler. Alors, est-ce que tu Et, m'entends bien? et ça y est, on t'a récupéré, ouais. Allez, Parfait. voilà. Donc tu peux reprendre là où t'en étais quand je t'ai dit que je t'entendais plus. Voilà, tu peux te lancer. D'accord. Donc, est-ce que tu as eu Donc, en tout cas, pour l'expérience la plus célèbre, donc c'est si on entend ou de façon subliminale, ou si on lit des mots liés à la vieillesse, on se comporte comme un petit vieux, on marche plus lentement, etc. Si on entend des mots liés à l'éducation supérieure, au fait des professeurs, par exemple, eh bien, on va être plus assidu à des contrôles, à des devoirs ou des choses de ce type. Et donc ça, en fait, ça a un côté, je pense, quand même relativement contre-intuitif, parce que ce que le priming disait vraiment, c'est que même des mots liés à la vieillesse, c'est-à-dire que vraiment, c'est de l'expérience, c'était quelque chose de très très proche de si vous lisez un roman, vous voyez un mot lié à la vieillesse, ça va avoir un impact majeur sur votre comportement dans les minutes qui viennent. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai parlé de vieillesse, d'ailleurs. Ça veut dire que si le priming était vrai, toutes les personnes qui m'entendent parler à l'heure actuelle se mettraient à se comporter comme des petits vieux, enfin, se mettraient à être beaucoup plus lents, à être moins réactifs, etc. En soi, je pense, et il défendait vraiment qu'il y avait des impacts majeurs. Donc ça, je pense que c'est quand même très, très contre-intuitif, Hmm. parce que si le priming était vrai, tel qu'il était dans les années 2000, on serait vraiment balancé en permanence dans un sens ou dans l'autre vers des directions complètement aberrantes. Enfin, notre comportement serait totalement erratique d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, en fonction de ce qu'on vient juste d'entendre. Et ça, je pense que, enfin, c'est dur d'y croire en fait. Enfin, on a Hmm. plutôt l'impression que les gens n'ont pas un comportement aussi aléatoire que ça. Mhm. Ah, effectivement, là, donc, ouais, là on est sur quelque chose qui peut paraître intuitif, mais si par exemple on commence à toucher. Est-ce que tu penses que ça pourrait s'appliquer aussi à, par exemple, au hasard, bien entendu, la psychologie de la personnalité? Hmm. Est-ce que sur ce genre de sujet, par exemple, on n'a pas peut-être de moins bonnes intuitions sur l'impact de la personnalité, je sais pas moi, sur certains types de comportements ou sur l'aspect, on va dire, peut-être inné de certains traits? C'est une bonne question. Alors, la question de l'inné, l'acquis, ça, c'est vraiment très, très compliqué parce qu'on n'a pas énormément de données sur le sujet. Enfin, dans le sens où c'est dur Hmm. à démêler. Donc ça, je pensais effectivement que les intuitions des gens. Bon, mais même sur ça, en fait, ok. Donc, je vais reprendre. Globalement, je pense que sur la personnalité, la plupart des gens y croient.
pensent qu'il y a effectivement des différences entre individus et que les gens ont tendance à se comporter en fonction de ces tendances très, très larges. Et du coup, ça c'est vrai globalement. Par rapport à la part de l'inné et de l'acquis, il y a pas mal d'études qui ont montré que les intuitions des gens par rapport à ce qui a plus de chances d'avoir une forte héritabilité ou une plus faible héritabilité, en fait, corrélaient extrêmement bien avec ce qui effectivement est plus ou moins héritable. Donc, Mhm. du coup, là encore, en fait, on n'est quand même pas mauvais. Globalement, on n'est Mhm. pas mauvais. Ok. Et si on regarde des études sur les mauvaises perceptions que les gens ont de la psychologie ou de la société, souvent on voit qu'il y a quand même pas mal de corrélations relativement positives, en tout cas. Fait que les gens sont quand même Mhm. capables de prédire le comportement d'autres individus, ce qui est en soi pas complètement dingue. Mhm. Donc tu penses que la majorité des recherches en psychologie, donc du coup, on peut avoir des bonnes intuitions au type de résultats auxquels on pourrait s'attendre quand on en fait des expériences. Oui, oui, Hmm. globalement, les gens prédisent les résultats des expériences de psychologie et d'économie comportementale. Hmm, C'est hmm, quelque chose d'assez ferme. hmm, Et c'est ça qui est intéressant en fait, parce que dans le passé, les psychologues en fait ont fait vraiment énormément d'expériences où ils avaient vraiment des revendications extrêmement claires de la psychologie intuitive, c'est n'importe quoi. Nous, notre psychologie scientifique démontre que les gens ne sont pas du tout au courant des facteurs qui les motivent, etc. hmm, Globalement, non, les gens savent, hmm. connaissent Ok. ça un peu. Après, il y a d'autres domaines. Donc ça, en fait, donc on a pris la physique, où on n'a pas du tout d'intuition. La psychologie, on a des très fortes intuitions, et du coup, je pense qu'il faut faire confiance à ces intuitions, vu l'état actuel de la psychologie. Et il y a des domaines un peu intermédiaires, type la nutrition, où Ouais. globalement, les études en nutrition ne sont pas très fiables. Enfin là, c'est Mhm. vraiment pas de la très bonne science. Mais je pense que c'est quand même une bonne idée de suivre enfin, que les gens ont raison de suivre les guidelines ou ce que leur Ouais. médecin leur dit par rapport à la nutrition. Bon, Hmm, hmm. globalement, leur médecin leur dira beaucoup de bêtises, sans doute, mais en moyenne, ça les fera quand même vivre plus longtemps parce qu'il y aura quelques très bons conseils sur D'accord, je vois. l'ensemble de conseils potentiellement Hmm, hmm. erronés. Hmm. Ok, donc finalement, c'est un constat assez positif. On peut à la fois tenir d'une main le fait que, bon, dans les faits, il y a quand même pas mal d'individus travaillant dans le domaine scientifique qui ont tendance à avoir des méthodes un peu... Alors, d'ailleurs, quand on parle de méthodes douteuses, il faut bien mentionner que c'est pas mal intentionné. Souvent, enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je pense que la plupart du temps, c'est plus maladroit ou mal informé. Ouais, c'est Je plus pense pour la l'idée, mais... plupart des scientifiques, oui, c'est mal Hmm. informé. Dans certains cas, je pense que c'est vraiment mal intentionné. Tu Et aurais une idée de, je sais pas, de proportion qu'on pourrait donner comme ça de l'institut de pifométrie, comme ça à l'arrache. alors, de l'Institut Pifeumétrie, mon sentiment, en fait, c'est que c'est une toute petite partie des scientifiques qui sont vraiment mal intentionnés. Ouais. Mais étant donné que c'est beaucoup plus facile de produire des résultats spectaculaires si on est mal intentionné, ça fait qu'une bonne partie des résultats spectaculaires qu'on va retrouver dans les revues les plus prestigieuses et qui vont être reprises par les journaux Mhm. sont le produit de ces gens mal intentionnés, en fait. Mhm. Enfin, en tout cas, la fraude scientifique, bon, après, ça se débat, mais il y a quand même pas mal d'études qui sont publiées dans les revues les plus prestigieuses, qui ont été publiées parce qu'elles étaient spectaculaires, incroyables, absolument géniales. Et elles sont aussi géniales, aussi fortes, parce que les données ont été inventées de toutes pièces. Mhm. Donc, Tu veux donner un après, exemple peut-être de ce genre d'études incroyables et en fait tout était inventé. moi, le cas le plus spectaculaire, c'était pendant le Covid-19. C'était un groupe de médecins de compagnies privées, dont certains affiliés à Harvard, qui avaient publié un article dans The Lancet sur Mhm. l'hydroxychloroquine. Mhm. Tu connais L'hydroxychloroquine, ouais. l'hydroxychloroquine. Ou en tout cas où ils avaient des données absolument géniales. Parce qu'ils avaient des données sur la mortalité des patients dans des centaines d'hôpitaux à travers le monde, des centaines de milliers de patients. Ça avait l'air hyper propre comme dataset. Ça avait l'air tellement propre Ouais. que
les spécialistes du sujet, en fait, enfin, ça s'est fait découvrir très fort parce que les reviewers n'ont rien vu. Donc, ça a été publié dans The Lancet, donc une des revues les plus prestigieuses en médecine. Mais très rapidement, il y a des gens qui se sont dit mais non, c'est juste pas possible d'avoir des données d'aussi bonne qualité sur le Covid à ce stade. Enfin, c'était quelques mois après le début de l'épidémie. Ouais, Donc, ouais. donc, du coup, ouais, si vous avez des données sur des centaines de milliers de patients, il y a de bonnes chances que vous pouvez les publier dans n'importe quelle revue. Après, ça comporte des risques. Est-ce qu'on a eu des preuves au final que c'était fabriqué de toutes pièces ces données ou pas? Parce que moi j'ai arrêté l'affaire quand des gens ont mis pointé du doigt que ça avait l'air extrêmement douteux, et donc moi aussi mon curseur s'est tout de suite déplacé vers le scepticisme. Mm. Surtout qu'en plus ça venait conforter un peu l'avis que j'avais sur l'hydroxychloroquine à ce moment-là, donc il y avait ce biais-là. Mais est-ce que tu sais ce que ça a donné ensuite par la suite? Est-ce qu'on a su d'où venait ce... Parce que c'était quand même un jeu de données énorme, avec plein de données. Alors bon, on peut générer des données, hein, bien sûr, mais... Alors, je pense qu'ils les avaient là vraiment générés de toutes pièces. Ouais, tu penses que c'était Euh, généré. oui, non, là pour le cas que je viens de citer, c'était clairement généré de toutes pièces. Hmm. Mais une bonne partie des cas, en fait, dans les cas de là où on est sûr que ça a été fabriqué de toutes pièces, c'est que là, par exemple, ils disaient avoir eu des données publiques de tel pays ou tel pays, et les pays en question n'avaient jamais collaboré avec les chercheurs ou Ouais. n'avaient même pas eux-mêmes accès à ce genre de données d'une telle Hmm, qualité. hmm, hmm, hmm. Donc du coup, là, c'est pas possible Ils se qu'il y ait sont fait avoir parce qu'ils ont fait quelque chose de beaucoup trop propre au final. C'est ça. Mais c'est toujours la question. Enfin, il y a pas mal de fraudes scientifiques et il y a plusieurs cas. Il y a le cas des fraudeurs qui sont vraiment très mauvais, qui font des choses bien trop propres, bien trop extraordinaires. Et dans ce Mhm. cas-là, ils se font découvrir parce que c'est juste pas possible. Et il y a d'autres cas de fraudeurs beaucoup plus modestes qui font des études un peu plus crédibles. Hmm. Et là, souvent, c'est découvert parce que quelqu'un de leur entourage, enfin leur doctorant par exemple, a découvert que en fait, non, il n'y avait pas de données réelles. Mais c'est beaucoup Hmm. plus dur à prouver dans ces cas-là. Hmm. Mais alors du coup, ça c'est intéressant. Là tu parles du doctorant par exemple, qui peut-être va essayer de répliquer, je sais pas, par exemple, les données trouvées précédentes alors qu'en fait c'était un jeu de données inventé et qui du coup va rien obtenir. Alors peut-être que toi tu sous-entendais que c'est juste le doctorant, il a vu son superviseur faire n'importe quoi, mais je pense qu'en général c'est fait quand même de manière cachée. Ça montre un des aspects très très négatifs en plus de l'impact que ça peut avoir sur la confiance à la fois des autres scientifiques et du grand public, c'est la perte de temps et d'argent que ça engendre. Est-ce que tu peux en toucher deux mots de ce- justement de ces effets négatifs très importants, un peu cachés du coup, mais très importants? Alors, avant de continuer là-dessus, je vais juste dire un mot sur le fait. Là, j'ai parlé de fraude, euh, enfin scientifique. Enfin, juste pour revenir sur ce que tu avais dit au préalable sur la plupart des mauvaises pratiques de recherche ne sont pas intentionnelles. Mhm. C'est juste qu'il y en a certaines, enfin, il y a une petite minorité qui est intentionnelle. Donc là, je pense que je suis d'accord. Et dans tous les cas, que ce soit intentionnel ou inintentionnel, il y a des coûts énormes pour la Mhm. société. Euh, je pense que les coûts les plus nets, c'est le fait qu'il y a tout un pan de la recherche qui peut tourner à vide pendant des années. Donc, un des cas les plus nets en psychologie, c'est le cas du willpower, du ego depletion. Donc, je Mhm. ne sais pas comment on traduit ego depletion en Ouais, français, ouais, le vidage de l'ego, ouais. peut-être. C'est une théorie qui avait été très popularisée par un psychologue qui s'appelle Roy Baumeister dans les années 2000-2010, qui était l'idée en fait que la volonté fonctionne comme un muscle, enfin le contrôle de soi fonctionne un peu comme un muscle, et donc que si on exerce un contrôle sur soi pendant quelques minutes, on va devenir bien pire sur le contrôle de soi dans les minutes qui suivent. Mhm. Donc là encore, en fait, c'est quelque chose qui se base sur des idées un peu intuitives, mais qui devient complètement absurde par la taille des effets qu'il prétendait démontrer. Enfin, Mhm. c'est vraiment l'idée de
quelques minutes à exercer un contrôle sur soi, par exemple en ne mangeant pas des chocolats, ça va peut vous rendre plus agressif, ça peut vous rendre plus immoral, ça peut vous faire à peu près n'importe quoi dans les minutes qui suivent. Bon, ce qui est peut-être un peu exagéré. Bon, bref. En tout cas, ce genre d'études ne réplique pas. On le sait depuis quelques années maintenant. Et, mais à l'époque, en fait, ça a vraiment engendré énormément de recherches et d'argent. Je ne sais pas combien d'études ont été publiées sur le sujet, mais on est vraiment de l'ordre de centaines. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que des centaines d'études ont été publiées cherchant à démontrer l'ego depletion. Et ça, en fait, c'est juste la face émergée de l'iceberg. Parce que pour toutes ces études qui ont été publiées, elles ont été publiées parce qu'elles montraient des résultats positifs, confirmant l'ego depletion. Mais en dessous de ça, il y a toutes les tentatives de répliquer ces résultats qui n'ont jamais été publiées. Donc, en fait, c'est l'idée, globalement, pour faire comprendre ça un peu à l'auditeur, l'attitude du scientifique, du psychologue dans les années 2000, c'était un peu la même attitude que j'avais avant de commencer ma thèse, que à peu près tout le monde a. C'est si on refait une expérience et que cette expérience ne marche pas, c'est pas la faute du scientifique original. Parce que le scientifique qui a fait la première expérience, il a eu des résultats positifs, c'est quelqu'un de compétent. Donc, si j'ai eu des résultats différents, c'est peut-être que j'ai mal fait la manip, des choses comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on voit, enfin, ce que la psychologie traditionnelle engendrait, c'était qu'il y avait pendant des années, en fait, des gens qui publiaient ces résultats positifs, excellents, excitants sur l'ego depletion, et qu'à côté de ça, il y avait d'autres gens qui pouvaient tenter de se réinscrire dans le même projet de recherche, qui pouvaient réappliquer ces expériences, qui voyaient que ça ne marchait pas, peut-être retenter une ou deux fois, peut-être qu'ils obtenaient un résultat positif, et dans ce cas-là, ils continuaient dans l'ego depletion. Peut-être qu'ils n'obtenaient que des résultats négatifs et dans ce cas-là, abandonner ce sujet de recherche. Mais du coup, en fait, il y a des centaines d'expériences qui étaient publiées, plus des centaines, voire des milliers d'expériences qui avaient été conduites sans être publiées. Et tout ça, ça fait juste un gâchis monumental d'argent public. Et tout ça pour rien, à peu près, en termes de résultats concrets. Et même pour les étudiants, ça veut dire que, enfin les étudiants, les chercheurs, ça veut aussi dire que ça perpétuait des mauvaises pratiques et des mauvaises compréhensions de la science qui se sont, voilà, qui mettent encore aujourd'hui d'ailleurs, je pense que tu peux en parler, mais on n'en est clairement pas encore sorti de ça. C'est une question intéressante parce que globalement, donc est-ce qu'on en est sorti? Globalement, on n'en sait pas grand-chose pour la simple et bonne raison que les projets de réplicabilité sont extrêmement rares. Donc, il y a eu un projet de réplicabilité donc, il y a 7 ans maintenant en psychologie. Depuis, il n'y a pas eu d'autres projets d'une ampleur comparable qui a été conduit. Donc, Celui sur la biologie du cancer, peut-être. oui, effectivement. Mais pour la psychologie, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en psychologie au cours des 10 dernières années? Donc, à partir de 2011-2012, il y a eu énormément de doutes par rapport à la fiabilité de la psychologie. Donc, il y a eu le lancement de grands projets de réplicabilité. Celui de 2015 a démontré qu'il y avait des problèmes gigantesques dans la discipline. Et ça a conduit à tout un paquet de réformes qui ont, on l'espère, amélioré la fiabilité de la discipline. Donc, par exemple, maintenant, c'est beaucoup plus courant qu'avant de mettre ces données en ligne. Ça, c'est juste un détail, mais c'est quand même déjà un signe de transparence qui permet de repérer des erreurs. Il y a eu la pratique du préenregistrement qui s'est un peu généralisée. Donc, le préenregistrement, c'est le fait de mettre en ligne de façon figée, avant de conduire son expérience, son plan d'analyse et son plan de recherche. En fait, on dit au préalable comment est-ce qu'on va conduire ces expériences et comment on va analyser ces données. Et le fait de se mettre comme ça un modèle de ce qu'on va faire, ça limite les marges de liberté des chercheurs, leur capacité à arranger leurs résultats. Donc, ça, c'est deux exemples, mais il y a eu pas mal d'autres cas, par exemple l'augmentation de la taille des échantillons. Il y a eu plein de réformes en réaction à cette crise de la réplicabilité. Donc là, on est en 2022, et en tout cas en psychologie, on peut penser que les mauvaises pratiques sont un peu plus rares ou que ça a changé, mais globalement, on n'en sait rien. Enfin, il y a vraiment personne à l'heure actuelle ne peut dire que
ce qui se passerait si on essayait de reproduire sans expérience de psychologie comme on l'a fait il y a 7 ans. Est-ce que toi, tu Donc, aurais une idée, ouais, c'est comme ça? Si on te posait la question, est-ce que tu penses que ce serait quand même mieux? je pense que ce serait quand même mieux. Ouais. Je pense que ce serait quand même catastrophique. Mais non, catastrophique peut-être pas en fait. Donc, à l'époque, c'était 36% des expériences qui répliquaient et en fait 25% en psychologie sociale. Enfin, donc ça, Mhm. c'est globalement 50% en psychologie cognitive, 25% en psychologie sociale. Là, aujourd'hui, pour la psychologie sociale, je mettrais peut-être 60%. Hmm. Là, c'est vraiment au pif. Moi, Euh, j'aurais aussi cette intuition parce que dans mon domaine, par exemple, la psychologie du bien-être, du bonheur, du sens de la vie, quand de temps en temps je vais voir des vieux papiers de ce qui pouvait se faire, je vois il y a 30 ans, 40 ans, je vois vraiment une nette différence sur la rigueur appliquée aux méthodes, aux échantillons. Enfin, je veux dire, il y a 30-40 ans, c'est quasiment tout le temps de oui, bah, on a recruté 30 étudiants, et puis voilà, ouais. des choses comme ça. Avec aujourd'hui quand même des tentatives de payer des participants, d'avoir des échantillons représentatifs, d'avoir assez de puissance statistique, de détailler les analyses, parce que aussi des fois les analyses sont même absolument pas détaillées dans les vieilles études. Mm. Donc ouais, je serais un peu optimiste comme toi, je pense aussi. Oui, non, il y a des raisons d'être optimiste, hein. Ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute par rapport à ça. Mhm. Après, si je passe quelques heures à chercher, je peux citer encore plein d'études qui sont publiées aujourd'hui et pour lesquelles c'est à peu près sûr qu'elles ne répliqueraient pas si Mhm. et publiées dans les meilleures revues scientifiques. Donc Mhm. ça reste un sentiment un peu mitigé en fait. Je ne sais pas dans quelle mesure mon biais professionnel me fait surévaluer les mauvaises études Mhm. ou si elles gardent encore une place prépondérante dans la recherche Mhm. aujourd'hui. Quand Mais tu dis c'est peut-être. que là, si tu cherchais un peu des études mauvaises, là, t'en trouverais assez vite. Tu te fierais à quoi sur l'étrangeté des conclusions, sur le sample size, sur les méthodes appliquées? Qu'est-ce qui te mettrait justement ce petit red flag en tête? Alors, ça, c'est un signe qu'on a eu des progrès assez énormes. Globalement, de nos jours, en fait, une bonne partie des études publiées sont faites avec un préenregistrement. Donc, le red flag, globalement, c'est je vois une étude, je vois qu'il y a des conclusions qui sont très, très surprenantes, ou en tout cas qui ne me semblent pas forcément très sûres. Et ensuite, je vois que l'étude a été préenregistrée, ce qui est souvent le cas quand même à l'heure actuelle. Et donc, dans ce cas-là, bon, la plupart des gens ne font pas ça, quasiment personne ne fait ça, mais moi je le fais. Je regarde le préenregistrement et je vois ce que les chercheurs comptaient faire dans leurs analyses Hmm. avant de lancer leur expérience. Et là, surprise totale, oh, ils ont pas fait les mêmes analyses dans le papier. Non, c'est ça. Ils avaient une dizaine de mesures différentes de leurs variables dépendantes Hmm. et ils ont choisi la mesure qui était la seule à marcher. Hmm. Et ça m'arrive encore très, très fréquemment. Et évidemment, là, on parle d'études qui sont un peu modernes, étant donné qu'elles ont fait un préenregistrement. Il y a encore pas mal. Pour juste donner un peu de corps à ce que tu as dit, quand on parlait par exemple d'avoir plusieurs mesures, par exemple de variables dépendantes, euh, bah, tiens, je peux même te laisser faire un exemple. Imagine qu'on veuille tester l'impact, je sais pas moi, de boire de la bière sur le bonheur. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir eu plusieurs mesures de variables dépendantes et faire du cherry picking sur ces mesures? Hmm. Alors, donc, le lien entre le bien-être et le fait de consommer de la bière, ça peut être dans quelle mesure, alors tu vas peut-être me dire que ce pas les mêmes mesures, mais ça peut marcher. On va Mhm. demander aux gens à la fois dans quelle mesure vous vous sentez heureux au quotidien, dans quelle mesure votre vie, vous considérez que votre vie a un sens. Ça, c'est une deuxième Mhm. question possible. Mhm. Dans quelle mesure est-ce que vous avez ressenti des émotions de joie aujourd'hui? Dans quelle mesure est-ce que vous êtes heureux de votre relation sociale avec les autres?
etc. Et en fait, on peut poser, là, à chaque fois, c'est des questions un peu différentes, mais on peut en poser 10 sur des aspects Ah, positifs facile, oui. de votre vie. Ouais. Facile, ouais. Et globalement, bah, du coup, ce ne sera pas le même article qui sera publié. Peut-être Mhm. qu'il n'y aura que le sens de la vie qui aura un résultat significatif, une Mhm. association significative avec la consommation de bière. Et dans ce cas-là, l'article s'intitulera Ouais. Boire de la bière promeut le sens de la vie ou Mhm. je sais pas quoi. Alors qu'on voyait dans la préregistration qui prévoyait de tout, de mesurer les liens avec tout. Et du coup, dans le Mm. papier, en fait, on se rendrait compte que en fait, ils ont choisi que ça. C'est ça l'idée. Ouais. C'est ça, exactement. Mm. Mhm. Alors, pour le coup, il y a des chercheurs qui ont toujours été transparents, même en 2005, enfin, dans les âges sombres de la psychologie sociale, vous avez vraiment des chercheurs qui reportaient toutes les analyses qu'ils ont faites. Et quand on lit ça de nos jours en 2022, qu'on voit qu'ils ont fait toutes les analyses et qu'aucune n'était significative et qu'ils ont juste basé leur article sur l'analyse Ouais. qui était significative, on se dit, mais c'est dingue. Enfin, vraiment, enfin, les lecteurs avaient toutes les clés pour comprendre que c'était pas fiable. Mhm. Et pourtant, c'était des articles qui étaient lus et cités et crus à l'époque. Enfin, vraiment, il y a eu des changements de méthode depuis 2015 ou 2011, mais surtout, il y a eu des changements de mentalité de type, de nos jours, on croit, enfin, pour la plupart des chercheurs en tout cas, ou une bonne partie des chercheurs, je ne sais pas trop m'avancer là-dessus, mais une bonne partie des chercheurs maintenant ne croient plus au fait que si un résultat est significatif, c'est un résultat qui est forcément vrai. Mhm. Il y a quand Ouais. même un peu plus de scepticisme, de compréhension des mécanismes statistiques derrière. Et ça, c'est quand même une grosse partie de la révolution de la crédibilité qu'il y a eu ces dernières années. Et dernière petite question avant qu'on passe à tes travaux concrètement. Même si c'est des méta-analyses. Oui, oui, bien sûr. Donc, les méta-analyses, c'est le fait de accumuler une série donc, de résultats expérimentaux et de faire une sorte de moyenne quantitative de ces différents résultats expérimentaux. Et donc, l'expression consacrée par rapport aux méta-analyses, c'est garbage in, garbage out. Donc, si on fait rentrer des ordures dans une méta-analyse, il y aura des ordures qui en sortiront. Donc, si vous avez que des résultats, si vous en montrez dans une méta-analyse uniquement des études dont les résultats ont été un peu manipulés, etc., alors les résultats de la méta-analyse seront eux aussi biaisés. Globalement, je pense que les méta-analyses ont pas mal quand même tendance à atténuer les biais des expériences. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de sujets où des gens ont fait des méta-analyses et on pouvait avoir l'impression naïve que leur méta-analyse supporterait la littérature, alors qu'en fait, ils ont fait un bon travail d'incorporation des résultats non publiés ou des choses comme ça, et où du coup, la méta-analyse dit qu'il n'y a pas d'effet, par exemple, dans un certain domaine. Donc, les méta-analyses, effectivement, ça corrige un petit peu, mais ça ne peut pas régler tous les problèmes que la science affronte en ce moment. Donc du coup, long story short, c'est oui, on peut faire confiance à la science, mais parce qu'elle est autocorrectrice, mais prenons garde quand même et soyons patients pour que certaines de ces branches s'améliorent. C'est l'idée Ouais. générale. Ce serait quoi ta conclusion à emporter? Je pense que c'est une bonne conclusion. Je pense qu'une autre conclusion, c'est qu'il y a vraiment à l'heure actuelle et pour les décennies à venir, je pense, un gain énorme à avoir un minimum d'éducation statistique et avoir un minimum de capacité à reconnaître des articles ou des données douteuses. Hmm, Donc je pense qu'il y a vraiment un travail gigantesque à faire pour qu'on acquiert un peu des intuitions par rapport au fonctionnement de la démarche scientifique hmm. et en ayant des intuitions par rapport à une manière réaliste dont fonctionne la science. C'est-à-dire Qui, qu'on... elle, pour le coup, est pas hyper intuitive au final, la méthode expérimentale et la méthode et les analyses statistiques. Non, là, pour le coup, c'est pas du tout intuitif, mais Hmm. c'est important à comprendre si on veut pouvoir rationnellement rejeter des études scientifiques parce qu'elles ont eu des méthodes catastrophiques. Hmm. Comme nous l'a prouvé la crise du Covid pendant la pandémie. Oui, Et certaines de ces études un peu trop souvent citées sur certains remèdes miracles.
Effectivement, ça fait partie des exemples. Alors, donc du coup, tu disais que, enfin, je te posais la question à un moment, est-ce que ça s'améliore? Et je sais que toi, tu as à un moment travaillé là-dessus. Est-ce que tu peux nous détailler un peu? D'ailleurs, le papier, il est même sorti, si je dis pas de bêtises, non? Il a été publié ou il est soumis? Alors, globalement, sur est-ce que ça s'améliore, j'ai participé à deux projets différents. Donc, il y en a un, c'est sur des est-ce que ça s'améliore, est-ce qu'il y a du changement des pratiques en management. Mhm. Et un autre projet pour lequel on continue en fait de collecter, d'analyser des données sur la est-ce que ça s'améliore en psychologie. Hmm. Eh ben, tu Donc, peux parler de celui que tu veux, voire même si tu as envie de parler brièvement des deux, tu as 20 minutes là, tu ok, peux parler des deux. ok, bon, bah, en management en fait c'était assez intéressant. Globalement, ce qu'on a vu par la question du management, c'était que c'est une discipline qui est très proche de la psychologie. Donc, qu'est-ce que c'est le management? Ouais, c'est un mix entre psychologie et économie pour étudier comment améliorer les relations au sein de l'entreprise, de travail au sein d'une entreprise. Et globalement, en fait, quand vous lisez les articles, c'est vraiment de la psycho appliquée à l'économie. Et donc, c'était intéressant parce que c'est un champ qui était vraiment très, très proche, mais qui avait quand même une assez forte autonomie disciplinaire. Et donc, ce qu'on a vu, enfin, ce qu'on s'est demandé dans cette étude, c'était est-ce qu'en management, il y a eu les mêmes changements de pratique que ce qu'on peut attendre en psychologie? Et ce qu'on a obtenu, en fait, c'était qu'il y avait eu des légers changements de pratique, mais que c'était globalement assez en retard par rapport à la psycho. Donc, la psycho, en fait, donc ça, il n'y a pas énormément de données extrêmement fortes, extrêmement fiables sur le sujet. L'article sur lequel on va travailler donnera des données un peu plus fiables sur le sujet, mais ça ne va pas être publié tout de suite. Mais globalement, ce qu'on a obtenu, ce qu'on a observé, c'est qu'à partir de 2015, un tout petit peu, surtout 2016, 2017, 2018, il y a eu vraiment des très forts changements en termes de données ouvertes, de matériaux ouverts, en termes d'augmentation de taille d'échantillons et en termes de préenregistrement. Donc vraiment, à pour 2019-2020, on restait globalement à peu près 50%, mettons, d'articles qui avaient ces bonnes pratiques de recherche. Et c'est globalement en forte augmentation. Donc, même de nos jours, il reste une bonne partie des articles qui sont publiés, qui n'adoptent pas ces pratiques de données ouvertes, de préenregistrement, etc. Mais il y a quand même une grosse partie des articles publiés en psychologie de nos jours qui adoptent ces pratiques. Ce qu'on a obtenu en management, en fait, c'est intéressant. C'était le même changement vers une plus grande science ouverte, mais avec des années de retard par rapport à la psychologie. Hmm. Dans les trois revues les plus prestigieuses qu'on a étudiées, en fait, globalement, en 2018-2019, on avait juste le début du frémissement, en fait. Donc là, c'était à peu près, Ok. de mémoire, à peu près 10% des articles qui commençaient à adopter ces pratiques. Hmm. Et en fait, il y avait une revue qui avait déjà complètement adopté ces pratiques, qui s'appelle OBEHTP. Et en fait, elle, c'était une revue vraiment interdisciplinaire, psychologie, management. Et donc, Hmm. elle, beaucoup plus exposée à la psychologie, D'accord. avait pris le train beaucoup plus tôt. Et en 2018-2019, il y a déjà eu une grande partie des articles publiés qui adoptaient les bonnes pratiques de recherche. Donc voilà, donc ça c'est un cas intéressant. Donc globalement en psychologie, on a vraiment des changements et apparemment ça semble se traduire et se transmettre à d'autres disciplines connexes comme Hmm. donc dans ce cas-là le management. Mm. Hmm. Est-ce que tu penses que c'est par émulation ou du fait de sa proximité avec la psychologie que ça a déteint sur certaines revues de management ou la discipline ou... Mm. Je pense. Après, il y a des disciplines qui ont fait vraiment des grandes révolutions. Je ne sais pas pourquoi, par exemple, sport science, donc les sciences du sport. Donc, c'est une discipline qui est assez faible habituellement, mais qui Mhm. ont vraiment essayé de se renouveler et qui ont vraiment essayé de changer leur pratique. Euh, Là, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est cette discipline qui a vraiment pris à cœur ces changements-là. Après, il y a d'autres disciplines type l'économie ou la médecine
où là, il y a eu des changements ces dernières années. C'est pas forcément par émulation avec la psychologie, mais c'est des disciplines qui sont beaucoup plus rigoureuses et qui ont beaucoup plus une tradition en tout cas de promotion des bonnes méthodes. Est-ce qu'en biologie, tu penses que c'est courant, ces bonnes pratiques? Parce que j'ai le souvenir d'avoir, alors, pour le coup, là, c'est vraiment du très qualitatif, c'est du vécu. Mais les quelques fois où j'ai parlé avec des biologistes, chercheurs en biologie, ils n'avaient pas connaissance de préregistration ou de choses comme ça. Est-ce que c'est parce que c'est pas du tout courant ou est-ce que ils n'ont pas eu encore leur crise de la reproductibilité ou... Alors, le préenregistrement, c'est vraiment quelque chose où c'est la médecine qui a été pionnière. Mhm. Et où globalement, je dirais, avant 2015, hein, c'était à peu près la médecine qui était la seule discipline concernée. D'accord. Après, la biologie, c'est un cas compliqué. Je ne la connais pas très bien. Là, il y a enfin eu le premier résultat de biologie du cancer, de réplicabilité en biologie du cancer qui a été publié. C'est des résultats catastrophiques. Après, donc, il y a vraiment... En fait, il y a une diminution de la taille des faits en moyenne d'à peu près 90% entre les expériences originales et les réplications. Moins de la moitié des expériences qui répliquent. Et globalement, c'est vraiment très, très mauvais pour la biologie du cancer. Après, la biologie du cancer, en fait, c'est un champ d'études qui est extrêmement particulier. Donc, c'est les études précliniques, en fait, où on teste l'effet de médicaments ou l'impact de certaines substances sur des animaux, sur des rats ou alors sur des cellules. Enfin, réaction de cancer sur des cellules. C'est pas représentatif de la biologie en général. Mhm. Donc, est-ce que l'ensemble de la biologie s'en sort aussi mal que la biologie du cancer? Honnêtement, ça m'étonnerait, mais Mhm. peut-être. Enfin, Surtout c'est qu'en dur de savoir, en fait. plus, c'est Hmm. souvent des études sur des rats en biologie du cancer. Et j'ai l'impression que c'est un problème qui est inhérent aussi, j'ai l'impression, aux méthodes expérimentales sur des rats, parce qu'ils ont souvent pas beaucoup de rats, ou... Enfin, je Hmm. sais... Voilà, ce genre de Oui, souci. de ma connaissance, enfin, ce que j'aime bien, par exemple, c'est l'éthologie. Donc, bon, globalement, c'est très proche de la psychologie, mais c'est souvent considéré comme une bonne branche de la biologie. Là, effectivement, de ce que je connais des études, il y a exactement les mêmes problèmes qu'en psychologie. Après, il y a des mouvements de réforme aussi en écologie, en comportemental ou en éthologie, qui cherchent à importer des bonnes méthodes dans ces disciplines-là. Donc là, je dirais une bonne partie de la biologie, de ce que j'en connais, semble avoir les mêmes difficultés que la psychologie. Et au moins pour certains champs, au moins les champs en fait proches de la psychologie, semblent avoir des mouvements de réforme aussi. Est-ce que tu veux maintenant parler de ce second projet? Alors, le second projet, pour l'instant, en fait, ça reste en fait quelque chose où on collecte des données. Donc, mais c'est globalement la même chose qu'en management, mais avec beaucoup plus de données de enfin, de journaux. Et le but, en fait, c'est vraiment de faire un panorama de l'évolution des recherches en psychologie au cours des dernières années dans toute une série de revues différentes. Et donc là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une augmentation. Mais ça fait en fait des dizaines de milliers d'articles à coder, donc ça fait beaucoup de travail. Pour le management, on J'imagine. avait été beaucoup plus modeste dans nos ambitions. Hmm. Et pour l'instant, tu regardes un peu les résultats préliminaires ou t'attends d'avoir tout récolté? J'ai un peu regardé les résultats préliminaires, mais j'ai plutôt tendance à attendre pour voir. Ok. Mais Donc pas de conclusion pour le moment. non, pas encore. Tu veux détailler rapidement un peu comment tu procèdes pour justement évaluer toutes ces revues de psycho? Parce que bon, peut-être que certains vont s'imaginer que c'est avec des petites mains et ses petits yeux et on lit les machins et puis on prend des notes, mais bon, ce serait juste pas faisable avec d'informations. Bah, en fait, c'est concrètement, c'est en bonne partie avec les petites mains, les petits yeux qu'on prend des notes, Mhm. dans le sens où il y a plusieurs approches différentes. Il y a des approches qui sont automatisées, qui essaient donc enfin, donc, comment ça se passe la publication scientifique? Ça dépend vraiment discipline par discipline, journal par revue scientifique par revue scientifique.
mais une bonne partie des cas, c'est assez facile d'obtenir le texte des articles dans une version qui est lisible par des algorithmes. Mhm. Et du coup, on peut chercher à faire du data mining et à voir la taille d'échantillon des participants, les résultats des expériences, etc., si c'est des résultats solides. En gros, ça reste extrêmement difficile parce que c'est dur de capturer véritablement euh, les données qui nous intéressent en faisant ça de façon automatisée. Globalement, si on cherche, par exemple, la mention de préenregistrement ou un lien vers OSF, enfin Open Science Framework, un site où il y a des préenregistrements, ça marche souvent. Après, il y aura sans doute des risques de faux positifs. C'est pas parce qu'un article parle de Open Science Framework qu'il y C'est aura vrai. forcément de préenregistrement, etc. Pour les... Si on veut rechercher le nombre de participants dans une étude, là, c'est hyper compliqué parce que en fait, il y aura d'endroits différents où ils mentionneront le nombre de participants. Des fois, ce sera en lettres, des fois, ce sera en chiffres. Et l'algorithme aura du mal à détecter quel est le nombre final de participants. Donc, en fait, il y a certaines choses qu'on peut effectivement retracer avec des algorithmes, mais dans l'étude dont je parle, ça reste essentiellement en fait des assistants de recherche qui lisent effectivement les articles et qui codent Ah, donc vous les avez bien, résultats. d'accord. Vous Mm. exploitez sans vergogne des petites Effectivement. mains et des petits yeux pour faire ce travail. Ouais. Après, moi, ce que j'ai fait dans ces projets-là, en partie, c'était semi-automatisé. Et par exemple, pour l'évolution du préenregistrement, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'était, j'ai développé un algorithme qui détectait tous les passages où pouvait y avoir mention de préenregistrement. Et ensuite, j'ai codé manuellement, enfin, j'ai lu vraiment ces paragraphes et j'ai lu s'il y avait vraiment un préenregistrement ou pas. Hmm. Et donc ça, par exemple, c'est le type de solution un peu idéale où on a un algorithme qui nous fait vraiment gagner énormément de temps et où Mhm. ensuite on a une possibilité manuelle de voir si ça marche vraiment bien. Et dans ce cas-là, Mhm. ça nous donne des données fiables et très Mhm. rapidement obtenues. Donc c'est plutôt ce genre de méthode que je préfère utiliser euh, parce qu'elle demande aussi moins de moyens et on n'a pas besoin d'exploiter des dizaines d'assistants de recherche pour faire ça. Donc là, en ce moment même, il y en a peut-être qui sont en train de lire des articles et de récolter des données pour ce projet. Ouais, une pensée pour Ouais, eux. une petite pensée pour eux. Bah, il nous reste encore un tout petit peu de temps. Donc ça, toi, ça va faire quand même déjà quelques temps. Tu as fait ton doctorat, tes postdocs. Qu'est-ce que tu tires de l'expérience humaine de l'académie? Est-ce qu'il y a des choses dont tu aimerais parler? Que ce soit en positif, ça peut être un cri d'amour, ça peut être négatif. Ok, c'est trop bien, mais il y a ça qui m'énerve. Alors, ce sera plutôt un cri d'amour, globalement. Enfin, il Cri y a des d'amour. choses qui m'énervent, mais c'est quand même extraordinaire d'être payé pour apprendre et payé pour découvrir et payé pour Mhm. renouveler sa compréhension du monde. Euh, je pense que c'est partiellement lié à ma personnalité. Enfin, moi, je suis venu dans le monde universitaire en partie pour avoir cette stimulation permanente de découvrir de nouveaux sujets de recherche. Mais du coup, la branche dans laquelle je travaille en ce moment, qui est la philosophie des sciences, la meta-science, ça demande de faire un peu tout en fait. Enfin, ça demande de garder un pied dans la philosophie des sciences, donc pour savoir ce que c'est vraiment le progrès scientifique, la connaissance, etc. Ça demande de connaître les disciplines dont on parle, la psychologie ou d'autres. Ça demande aussi de se connaître, enfin, de faire un peu d'informatique et de faire un peu de statistique. Et le fait d'avoir la possibilité d'étendre ses intérêts à autant de champs différents, de les mêler ensemble et de produire un résultat qui apporte quelque chose à la connaissance, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et sur ce plan-là, je ne pense pas que je pourrais être aussi heureux dans beaucoup d'autres domaines, en fait. Bah, c'était un très beau cri d'amour. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, sur cette belle note de positivité. J'espère que ceux qui auront passé un petit moment avec nous auront apprécié. Voilà, si tu veux faire un petit mot d'au revoir aussi, je t'en prie. Bah, c'était un plaisir en tout cas de discuter de tout ça. Eh ben Je pareil. pense qu'une bonne partie de la discussion était un peu peut-être ésotérique si vous ne connaissez pas trop les questions de réplicabilité ou autre. Enfin, vous pouvez regarder un peu plus des ressources sur la chaîne de Geoffrey ou autres qui peuvent, en tout cas,
plus donner de moyens d'appréhender ces questions qui sont, je pense, assez essentielles si on veut s'intéresser à la science ou à la psychologie. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi Aurélien, c'était un immense plaisir et à la prochaine.